Bienvenue dans Business Africa, je suis Ruth Lego, voici les titres. Le taux d'inflation moyen de l'Afrique devrait atteindre 13,5% cette année. Pendant ce temps, 20 pays sont au bord du surendettement. Est-il encore possible d'éviter l'enlisement de nos économies ? Au Nigeria, le climat des affaires est en berne. De la réglementation aux infrastructures, les obstacles à la croissance sont nombreux. Les entreprises interpellent les autorités en charge du secteur. Et enfin, au Rwanda, la digitalisation du continent était au cœur du plus important rendez-vous de la connectivité à Kigali. L'endettement de l'Afrique subsaharienne s'est hissé à environ 60% du PIB, alors que 40% des pays de la région enregistrent une inflation à 2 chiffres. Et pour cause, les produits alimentaires essentiels qui représentent à eux seuls 50% du panier de la consommation sont importés. Sous l'effet d'une hausse des produits de base, la dette publique et l'inflation ont atteint des niveaux inédits depuis des décennies sur le continent. Selon la Banque mondiale, en incluant le Maghreb, la dette s'évaluait à 1 000 milliards de dollars en 2021 et l'inflation à 8,9% en juillet selon le FMI. Les États, pris en étau entre les prêteurs privés occidentaux et les capitaux chinois pour s'offrir des infrastructures qui leur faisaient cruellement défaut, sont étranglés, dépendant de leurs exportations, notamment le cacao, le café, l'or ou encore le pétrole. Ces pays ne reçoivent que quelques dividendes qui n'affectent pas leur pouvoir d'achat, même si en cette période, certains ont allégé leur fiscalité sur les produits alimentaires ou les carburants, mais sans industrie, difficile de voir les effets immédiats. La croissance au sud du Sahara devrait baisser de 4,7% à 3,6% en 2022, selon les prévisions du FMI. Le cadre commun voulu par le G20 pour restructurer la dette des pays en développement piétine, les Européens rejetant la faute sur la Chine. Comme solution, les experts invitent les États à accélérer les mesures visant à accroître leurs recettes. Je me tourne vers l'économiste international Magaye Gaye. Merci d'être avec nous, vous êtes à Dakar. Dites-nous pourquoi les États sont-ils englués dans cette crise de la dette ? La Banque mondiale estime à pratiquement 696 milliards de dollars le montant de l'endettement total du pays, des pays de l'Afrique. Et vous savez également que ce montant, cet encours de la dette, il a fortement progressé parce que les États ont des besoins de développement qui sont très importants. Et aujourd'hui, on a constaté que entre 2008 et 2018, et même jusqu'à 2019, l'encours de la dette rapportée au PIB a pratiquement doublé en passant de 28% à 56%. Et aujourd'hui, même certains États frôlent les 70%. Pour une raison très simple, les États ont des besoins en investissement qui sont très importants. Mais malheureusement, du fait de la Covid et du fait également de la guerre russo-ukrainienne, les États, du fait de l'inflation, sont obligés aujourd'hui, et malheureusement pour eux, de subventionner beaucoup les produits de première nécessité, mais également la question de l'énergie. Monsieur Magaye Gaye, et si le problème finalement c'était ces endettements économiquement non profitables à moyen terme aux économies ? Vous savez que ça c'est le problème de base de l'économie africaine. Les pays africains s'endettent, mais malheureusement ne mettent pas l'endettement là où il le faut. Ça c'est un élément fondamental. Vous savez qu'une récente étude a montré que, d'ailleurs cette étude avait été faite au niveau de la Banque mondiale, avait révélé que 7,5% des crédits accordés par la Banque mondiale aux pays en développement étaient détournés vers les paradis fiscaux. Donc ça, c'est un élément qui est très important à souligner dans l'analyse. Alors la deuxième chose, c'est que, vous savez, cette question de l'inflation obère les budgets des États, au point où ces États-là n'ont pas de marge de manœuvre aujourd'hui pour investir comme il le faut. Alors, selon vous, quelles sont les solutions pour sortir de cet enlisement ? Il faut abandonner les pénalités et les intérêts de retard. Deuxièmement, il faut convertir les intérêts normaux en capital pour permettre à ces bailleurs de fonds de pouvoir suivre la gouvernance de ces projets-là. Et puis, troisièmement, il faut rééchelonner le reste sur une période beaucoup plus longue. Donc, ça, c'est la première solution que je vois. La deuxième solution, c'est que dans le cadre de ce qu'on appelle l'ingénierie financière, il faut que ces États-là arrivent à reprofiler la dette, c'est-à-dire à
pouvoir refinancer ses encours de dette sur la base tout simplement de conditions beaucoup plus concessionnelles. Et enfin, la troisième chose que je vois, c'est en termes de futur. Il faut que les États s'endettent mieux à des taux beaucoup plus concessionnels, mais en même temps les utilisent pour financer des projets viables. Merci à vous, Monsieur Magaïgaï. Merci beaucoup, Madame Lago. La restructuration de la dette n'est pas la solution pour mon second invité, le docteur Lubinda Abazoka de l'Université de Zambie. Cela ne peut pas être une solution, même si on restructure. Notre population est en augmentation, elle a besoin d'écoles, d'hôpitaux. Notre population a besoin d'emplois. S'il n'y a pas d'argent pour créer des emplois, s'il n'y a pas de marché pour consommer des biens, si les choses sont trop chères, il n'y aura pas d'industrie. Donc l'intervention dont l'Afrique a besoin maintenant, c'est de créer des industries afin de s'assurer que l'Afrique ne se contente pas d'exporter des matières premières. Donc le FMI et la Banque mondiale, pour qu'ils restent pertinents pour le continent, devraient proposer des politiques afin d'aider les États membres en Afrique, en commençant par la création d'emplois dans le secteur privé. L'Afrique peut recevoir n'importe quoi de n'importe où dans le monde, mais l'Afrique ne peut pas exporter parce que les normes mondiales qualité lui sont défavorables, alors que tout ce qui est de haute qualité ou de basse qualité arrive sur le continent. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup. Cap à présent sur le Nigeria, l'une des économies les plus industrialisées d'Afrique, fait face à d'énormes défis en termes d'approvisionnement en électricité, d'infrastructures et d'accès au financement, ce qui paralyse les start-up et les entreprises. Un forum sur l'industrialisation pour la prochaine décennie était l'occasion de trouver des solutions à ce fléau. Des start-up et des industries baissent de plus en plus définitivement leur rideau au Nigeria. Environ 61,05% selon un rapport publié par WeTracker et GreenTech Capital, le pays le plus peuplé du continent, est suivi du Kenya avec 58,73% et de l'Afrique du Sud 54,39%, toujours selon ce document. Les réglementations multiples de l'industrie par différentes agences gouvernementales résultant en une multiplicité de charges constituent également un défi majeur. Tous les facteurs et paramètres qu'ils examinent pour faciliter les affaires n'aident pas à résoudre les vrais problèmes. Le vrai problème est celui des routes qui relient le marché pour acheminer les matières premières de la source à l'industrie. Le vrai problème reste l'électricité. La production d'énergie affecte le secteur. Le président de l'Association des fabricants du Nigeria, Mansour Ahmed, affirme que son association joue son rôle en matière de soutien aux petites et moyennes entreprises, aux start-up et autres industries du Nigeria. Notre programme au sein de l'Association des fabricants consiste tout d'abord à veiller à ce que ceux qui produisent déjà au Nigeria soient aidés et soutenus autant que possible. Ensuite, nous pourrons attirer d'autres entreprises à venir dans le pays. Victime d'une production pétrolière inférieure aux prévisions, des inefficacités techniques et d'une insécurité accrue, les perspectives économiques du pays restent incertaines. En l'espace de 10 ans, la capacité totale de la bande passante internationale entrant en Afrique a été multipliée par 50 et le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a doublé. Cependant, de larges zones n'ont pas accès à la couverture réseau. À Kigali, les experts ont planché sur le sujet. Un reportage de Diana Iriza. Ce rendez-vous mondial du mobile intervient à un moment où les pays africains tentent de connecter leur population hors réseau en s'informant des stratégies auprès des opérateurs. Selon l'organisme en charge de la téléphonie mobile, en 2021, encore 41% de la population mondiale, soit 3,2 milliards de personnes, n'y ont pas accès. Au cours de l'événement Most Influential Connectivity 2022, il a été question de la 5G. Son implémentation devrait apporter un coup d'accélérateur à la transition numérique du continent. Tous les 10 ans, le mobile passe à un G différent. Donc 2020 est la décennie de la 5G. Ça n'a pas été lent, c'est dans les temps. Dans les pays plus développés, on commence tout juste à déployer et à adopter la 5G. Nous devrions avoir les politiques en place. La technologie devrait être suffisamment mature pour que l'Afrique puisse l'adopter.
Mon point de vue est que le moment est bien choisi pour nous. Mais nous devons simplement tirer parti de l'expérience des autres régions et ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elles et être en mesure d'accélérer notre adoption. Alors que l'on assiste à la fin de la pandémie et à la reprise de l'activité économique, le numérique continuera à jouer un rôle essentiel dans les habitudes humaines et pour les entreprises. Je pense que l'Afrique va dans la bonne direction. Les entrepreneurs investissent beaucoup d'argent et de ressources. Ils construisent leurs réseaux, ils les améliorent. Ils sont passés de la 2G à la 3G, puis à la 4G. Et nous commençons de plus en plus à voir les déploiements de 5G en Afrique. Et cela aura un impact sur l'inclusion financière. Des mesures visant à mobiliser les investissements et rendre plus accessibles les services numériques aux consommateurs ont été préconisées avec comme objectif accélérer la connectivité mobile en Afrique. Merci de votre fidélité à Business Africa. À très vite.